dans le cloud. Voilà, comme ça, donc on aura l'ensemble. Donc, aujourd'hui sur cette, nouvelle session, ce que je voulais faire, c'était un petit peu travailler sur ce qu'on avait produit pour un petit peu, analyser, revenir à UML. Donc, comme on l'a vu, ChatGPT nous a fourni par rapport à notre demande, il nous a proposé un petit peu un modèle, je dirais à partir d'une page blanche, hein. Donc c'est très utile pour pouvoir, démarrer quelque chose et puis avoir une proposition, concrète sur laquelle on peut partir. Et puis il nous a fourni un certain nombre de modèles. Ici, on va voir, que c'est un modèle, heu, de classe, un diagramme de classe. Si on était en CSML, ce serait un diagramme de bloc. Et en fait, dans, le langage UML, l'idée, c'est de fournir des éléments qui sont, bah, ici des classes de concept. Donc le modèle qu'on va produire, c'est plutôt un modèle conceptuel. On reprend un diagramme de classe. Donc je rappelle en UML, une classe, c'est une classe d'objet. C'est pas une classe, une catégorie dans une ontologie, mais ça vous verra plus tard ce que c'est. Mais en gros, c'est une manière de, représenter ou d'avoir une structure similaire pour tout, objet qui aura ce type, qui appartiendra à cette classe. Et quand on fait de l'UML, le diagramme de classe va nous permettre de dire, bah, on va avoir pour tout élément qui sont censés représenter telle classe d'objets, on va avoir une structure identique qui va regrouper en général un certain nombre d'attributs et un certain nombre d'opérations, puisque comme on l'a vu avec le paradigme objet, on n'a plus les données d'un côté structurées et les opérations, mais on a à la fois la structure de données et des opérations, et l'ensemble est géré par un objet qu'on va instancier par rapport à cette classe et qui, quand on va le créer, va automatiquement contenir toute la structure au niveau des données et auquel on va pouvoir euh, invoquer des opérations, notamment celles qui sont publiques, donc invocables de l'extérieur. Là, on est dans le paradigme système. Et puis, il y aura des méthodes internes qui, elles, vont manipuler les objets privés qui sont en interne de la classe. Et là, on est toujours sur cette logique de système où il y a tout ce qui est externe au système et les systèmes vont interagir les uns avec les autres au travers de leurs interfaces publiques et donc de tout ce qui est public. Par contre, il va y avoir une logique interne qui va être masquée et qui va être développée dans UML 1.4 et les diagrammes objets par des méthodes internes ou des structures internes qui ne seront pas visibles de l'extérieur. Donc ça permet de pouvoir avoir sur cet objet en plus l'historique et la traçabilité, toutes les invocations d'opérations pour soit changer la valeur des données, soit pour invoquer des opérations. Et ça permet également bah, de pouvoir tracer ce qui se passe quand on fait de la programmation orientée objet. Et quand on va concevoir bah, de cette manière, c'est ce qu'on a en tête, c'est de faire en sorte que on n'a pas des traitements qui traitent sans des objets complètement passifs qui ne permettent pas de tracer ce qui va pouvoir être invoqué. Et en fait, c'est l'objet lui-même qui contient la logique de son changement. Et puis ensuite, les interactions avec l'extérieur vont faire qu'ils vont changer les uns et les autres. Donc ça, c'est par rapport à des diagrammes d'objets. Donc première famille, diagrammes statiques, donc qui ne décrivent pas un comportement, mais qui décrivent une structure. Et cette première famille de diagrammes qu'on obtient ici par du plan UML, c'est on fournit un texte, alors avec une syntaxe qu'il faut apprendre, qui n'est pas si simple, qui est spécifique à plan UML. Donc il faut l'apprendre s'il y a un outil, ce n'est pas un standard ouvert, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui est relié à la norme UML et on fournit du texte et du texte, on va générer un diagramme. Dans cette approche-là, l'intérêt, c'est qu'il va mettre en forme automatiquement le diagramme pour qu'il soit à peu près correct en termes de présentation. Par contre, si on veut modifier le diagramme en question, ben, on ne peut pas du tout le modifier en interagissant avec le diagramme. Tout se fait par la modification de texte. Si par exemple j'ai une erreur ici, je rajoute un S, je fais ça, je fais Save and Refresh. Et là, il va me mettre à jour et je vais lui faire une faute de frappe. Je fais une faute de frappe. Il m'a créé une nouvelle classe ici et on a perdu la relation
avec, l'autre relation qu'on avait capturée ici et comme j'ai changé le nom, bah, la relation, elle est passée à l'as et on voit que la classe ici, elle est toute seule dans son coin. Si je recommence ici, que je remets l'ancien nom et que je fais save and refresh, on s'aperçoit qu'ici, ce lien, je le perds plus. Si je veux faire en sorte toujours de modifier le nom et je recommence comme ça sans faire de faute de frappe, je m'aperçois que j'ai ça, puis que la relation que j'avais avant, ben, elle est plus ici et même elle est répétée parce que ici, je crée une relation entre système mécatronique et sous-système. Et cette description que j'ai faite, je l'ai faite ici. Si je rajoute mon S ici et que je fais Save and Refresh, tout revient dans l'ordre et j'ai bien modifié le nom. Mais on s'aperçoit que la modification du nom m'oblige à modifier à la fois la déclaration de la classe ici, m'oblige également à modifier le nom ici et supposer que j'ai 50 relations qui existent au niveau de ma classe, il va falloir que je trouve partout dans le texte l'élément et que je fasse attention à le changer de manière correcte dans tous les éléments afin de simplement changer un nom qui se retrouve décrit partout. Donc le nom, je le change autant de fois que j'ai la classe et que j'ai une relation qui est liée à la classe en question. Non, c'est pas très pratique. Si je voulais changer un peu l'arrangement, il y a des paramètres qui peuvent m'aider à le changer, mais si je veux masquer, certaines zones au niveau, des attributs, des opérations et cetera, bon, pour le paramétrer, il faut que j'aille changer carrément le texte qui est là. Supposons que je veuille masquer, les opérations, bah, je suis obligé soit de les effacer, je les ai plus, mais si je veux dire: «Bah, s'il te plaît, tu me D'accord. les montres pas», bah, on s'aperçoit que j'ai pas d'opération qui me permet de filtrer, de dire: «Ne OK. Très affiche bien. qu'une certaine partie des des éléments du diagramme, Ben, heu, de manière rapide». J'ai quelqu'un qui discute, mais vous pouvez vas-y, muter encore. si possible, hein, parce que tout le monde entend. سبحان الله أنا ثاني رحت شريت عدس باش ندير بيه الغدا. والله. إمم. Ah ah, لازم نبينو ما نخرجش. comment je fais pour muter? Pouf. Ah, c'était peut-être là. Ouh là, donc là, c'est bon. Donc quand on va vouloir faire un modèle un petit peu complexe pour concevoir une application qui va supporter notre activité, on s'aperçoit que c'est pas forcément, super, super pratique et qu'on ne peut pas facilement modifier, interagir avec le diagramme. Donc ce qu'on va voir maintenant est en lien avec, le cours. Ici, on revient au support de cours lui-même. Dans les divers diagrammes dont on a parlé avec la liste des possibilités de faire, on avait parlé des outillages et normalement l'idée c'est de dire que, bah, modéliser visuellement, c'est pas la même chose que de dessiner parce que, en fin de compte, bah, ce qu'on manipule, le diagramme en lui-même ne porte pas l'info, on ne peut pas interagir avec lui pour avoir l'info et souvent on a d'un côté le dessin, d'un autre côté le texte et si on fait par exemple du Visio ou du PowerPoint, des choses comme ça, on pourrait faire des représentations en UML parce qu'il y a un langage formel et visuel. Donc si on indique le type de diagramme, si on met les bons symboles et cetera, ça va être interprétable par quelqu'un qui connaît le langage. Par contre, l'outil n'est pas capable de le traiter et le traiter, le manipuler, ça peut passer par, d'une part, avoir le lien avec les informations qui sont associées, tous les éléments du modèle qu'on aura, qui seront quelque part du code manipulable. Et puis, c'est aussi de travailler sur la manipulation de la représentation visuelle en pouvant travailler dessus pour filtrer, pour réorganiser, pour faire en sorte que ça se dessine automatiquement parce que l'exercice de dessin, quelque chose de très laborieux et qui souvent, bah, rebute un peu les gens qui travaillent parce que c'est long, parce qu'on veut toujours faire un petit peu mieux et puis des fois quand il y a beaucoup d'informations, bah, c'est pas très évident de le faire de manière efficace. Alors en termes, d'outils, là on vient de voir les outils texte
qui génère automatiquement un dessin. Donc là, c'est PlantuML et sur la section, on est plutôt sur ces transparents-là et hem et ce qu'on a fait ici, c'est que plutôt que de travailler dessus, d'aller taper soi-même son texte pour faire les divers diagrammes, on a demandé à PlantuML de nous le générer et donc il nous a généré principalement des diagrammes de classe. Par contre, si on voulait des outils ou des familles d'outils qui nous permettent d'automatiquement, heu, travailler sur, la mise en forme automatique avec lequel on puisse interagir, en tout cas sur la partie visuelle, on a besoin d'autres familles d'outils qui sont des familles d'outils plus de dessin, mais qui vont nous mettre en place des systèmes qui vont nous aider à produire beaucoup plus rapidement le diagramme et surtout à l'agencer, à faire du layout automatique, donc de la mise en forme automatique. C'est complètement similaire au fait de travailler sur des traitements de texte où vous tapez le texte au kilomètre et après vous appliquez un style et automatiquement il va changer la mise en forme du texte en fonction du style que vous appliquez. Mais si imaginez vous fassiez un diagramme, un peu à la volée et puis vous appliquez le layout et automatiquement, il va vous réarranger les éléments de votre diagramme de manière automatique en fonction de certains layouts à appliquer sur le système. Alors c'est en partie ce que fait PlantuML à partir du texte. Il nous réorganise tout selon plusieurs types de layout. Donc ça paramétré quand on produit le diagramme. Mais par contre, on ne peut pas du tout interagir directement en termes d'interface au niveau de l'interface avec le diagramme pour aller plus vite. Et ça, on peut le faire avec des outils qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc ce sont souvent des librairies qui sont, destinés, à des développeurs de plateformes et qui intègrent tout un tas d'algorithmes, extrêmement, performants pour nous aider à arranger automatiquement des représentations visuelles. Donc ça va être en général, c'est de la schématique, ça peut être lié ou pas à des langages et à des symboles qui sont particuliers et celui qu'on va regarder, c'est YED. Donc là, on va dessiner UML avec des arrangements automatiques. Mais c'est toujours pas un modèle parce que les primitifs qui sont manipulés, et là j'ai fait une extraction, j'ai montré le code qu'il y avait à l'intérieur, mais on s'aperçoit que dedans on va avoir des ellipses, des carrés, des symboles, mais on n'a pas le nom de la classe, on n'a pas de nom d'attribut. En fait, on ne manipule pas, le logiciel ne manipule pas des primitifs du langage UML, c'est-à-dire des concepts qui sont liés à la modélisation en UML. YED se recherche sur internet et vous pouvez, si vous le souhaitez, et je vous donne le lien dans le chat. Voilà, c'est un outil. Donc il y a un éditeur de graphes de haute qualité. Yed, c'est un petit peu le démonstrateur de la société que vous pouvez télécharger sur votre machine si vous le souhaitez. Donc là, c'est la version 3.25.1 et moi sur ma machine, sur ma machine, bon, j'essaie de retrouver où je l'ai rangé.
Je ne l'ai plus.